Oui, Jean-Jacques Suzini, que je l'avais interviewé pour un autre Un des ouvrage. chefs de l'OAS. Absolument, créateur, m'en a longuement parlé, et c'était aussi encore une action de désespoir de dernière minute. Personne n'a entendu, ni du côté des Européens, ni du côté de la métropole, et même malgré tout du côté du FLN. Je veux dire, il y avait une surdité à ce moment-là qui faisait que plus personne. Il fallait que les communautés se séparent parce que c'était. Je veux dire, quand il a lancé cet appel, Tunis, enfin le gouvernement provisoire qui était replié à Tunis, n'était absolument pas d'accord. Oui. Et alors il y avait aussi le fait que toute l'opinion publique en Algérie, parce que s'il y a eu un référendum en France métropolitaine, il y en a eu également sur les accords d'Évian en Algérie, et là 99% des Algériens votent évidemment pour l'indépendance, il y a à peine 16 000 noms. Il faut dire qu'à ce moment-là, eh bien, les Pieds Noirs étaient déjà en grande partie, avaient déjà quitté l'Algérie, et très peu d'entre eux étaient restés. Quelle est votre profession, monsieur? Coiffeur. Vous habitez Alger? Alger. Est-ce que vous avez l'intention de rester en Algérie? Je reste. Pourquoi? J'ai tout ici. Et je veux rester. J'aime l'Algérie et je veux rester ici. Pourquoi pensez-vous que les gens partent alors? Parce qu'ils ont peur, d'abord. Et je vois que tout le monde a changé de couleur. Oh, je sais plus ce que je suis. Mais je suis français après tout. Et vous restez? Je reste. Au micro Jean Piazza. L'actualité s'est transformée chez nous le temps d'un week-end. Peut-être faudrait-il dire qu'elle s'est regroupée autour d'un sujet, d'un problème, celui des rapatriés. Chaque homme, chaque femme de ce côté-ci de la Méditerranée est devenu conscient du drame qui est en train de se jouer pour des dizaines de milliers d'autres Français qui vivent depuis longtemps, depuis toujours souvent, sur le sol algérien. Puis-je vous demander quelle était votre profession? J'étais cheminot, monsieur. Vous regrettez votre pays? Oui, monsieur. De quel endroit arrivez-vous exactement? On vient de Belabès, nous. Qu'allez-vous faire ici? Et moi, ce que je pourrais faire. Nous essaierons de nous faire ici. Vous avez des parents en France? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant? Non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre? On a entendu deux choses dans les archives qui ont précédé. D'abord, ce pied noir qui reste à Alger, ce coiffeur pied noir, et on lui dit pourquoi est-ce que les autres sont partis, vous restez, pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils ont peur. Alors il faut rappeler qu'à ce moment-là, ce qui a accéléré les départs, c'est un événement tragique qui se produit à Oran le 5 juillet, c'est-à-dire quelques jours, 2 jours après la proclamation de l'indépendance. Oui, on peut dire le jour même de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, à 11h43 très précisément, des Français et des Algériens sont ensemble sur la place de l'Opéra et fraternisent, contrairement à ce que l'on dit. Et il se produit la même chose que le 26 mars. Un coup de feu, on crie c'est l'OAS, et à ce moment-là, c'est la curée, c'est le massacre. Les chiffres ne sont pas très précis, mais il faut savoir que... Massacre d'Européens. D'Européens, pardon, oui, absolument, d'Européens, en pleine rue, dans les escaliers, dans les bureaux, dans les cafés, dans les restaurants. Les Français sont assassinés comme du bétail. Et il faut beaucoup d'enlèvements aussi. Et beaucoup d'enlèvements. Beaucoup qui ont disparu. Beaucoup d'enlèvements ont disparu. Et il faut dire que l'armée française, la gendarmerie, ne peut pas intervenir car elle a été consignée. Et puis ce sont les accords d'Évian toujours qui interdisent les interventions. Ils doivent garder l'arme au bleu et ils doivent demander pour intervenir l'autorisation d'un préfet algérien, dont évidemment un gouvernement qui n'existe pas. Le 5 juillet 62, c'est une Saint-Barthélemy, enfin je ne veux pas employer ce mot-là, mais c'est terrible, terrible car j'ai des témoignages et c'est une page noire de l'histoire. Voilà. Et qui a accéléré ses départs. On l'a entendu de gens qui partent pratiquement avec rien. On a eu l'habitude, et à l'époque, surtout en France, de se dire tous ces pieds noirs, c'était des gros colons. On l'a entendu, qu'est-ce qui s'en va? C'est un coiffeur, c'est un cheminot. Ça aussi, c'est peut-être une idée reçue que de croire que tous les Français qui étaient en Algérie étaient des gros colons exploiteurs. Absolument. Il y avait très exactement Mme Verdès-Leroux, qui est chercheur au CNRS, a répertorié. Il y avait très exactement 45 000 très gros agriculteurs, exploitants agricoles, sur 1 200 000 Européens.
Et merci de le rappeler pour eux, parce que ceux qui partent, ce sont ce qu'ils appelaient les petits blancs, c'est-à-dire rien, selon l'expression pied noir, une main devant, une main derrière, parfois même pas une valise. La peur de ne pas emporter le vêtement fait que certains enfilent des pulls, des manteaux les uns sur les autres. C'est une population désespérée, la peur au ventre, qui quitte l'Algérie parce qu'effectivement, on tue, on assassine, le sang coule sans arrêt et qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilité. Et qu'il la quitte massivement, puisque c'est 200 000 par mois du mois de mars, c'est-à-dire des accords d'Évian jusqu'au mois de mai, 350 000 au mois de juin, et puis ensuite 50 000 par mois de juillet à septembre, qui quittent à 90% d'entre eux, qui quittent l'Algérie pour la France, où on ne les attendait pas, où rien n'était prévu d'ailleurs pour un tel départ massif. Non, rien n'était prévu. Les technocrates de l'époque avaient prévu un étalement sur 5 ans de 400 000 personnes. Oui. Or, ils sont totalement pris au dépourvu. Georges Pompidou, qui est Premier ministre, avait même demandé à Air France et à la compagnie des bateaux de réduire le nombre de rotations, parce qu'il ne voulait pas justement de cette arrivée, enfin, il ne pensait pas qu'il y aurait une arrivée massive. Mais à partir du moment où il le sait, il fait ralentir pour pas qu'il y ait, si je puis dire, l'arrivée massive. Voilà. Oui. Et donc, ça devient problématique pour trouver un billet d'avion et un billet de bateau. Et dans un pays que beaucoup d'entre eux, ils sont de nationalité française, mais que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas. Ils sont nés là-bas, ils sont pas tous venus en France métropolitaine, où d'ailleurs ils sont très mal accueillis par les responsables politiques français et par l'opinion publique. Problème numéro 1, en France même, l'afflux des rapatriés. Vous savez que c'est à 120 000 que l'on chiffre le nombre d'irrapatriés demeurant actuellement à Marseille. Il y a aussi quelques réactions épidermiques de la population. Manifestation de chauffeurs taxi marseillais contre les automobilistes pieds noirs, hier soir par exemple, sur la Canebière. Et le problème des actes de banditisme commis par quelques éléments isolés ne contribue pas à diminuer la tension actuelle. À Strasbourg, notre correspondant a demandé aux promeneurs du dimanche ce qu'ils penseraient d'une initiative attendue concernant plus particulièrement les enfants des repliés. En tout état de cause, je prendrai toujours un enfant d'une famille de réfugiés, quel qu'il soit. J'ai fait un service militaire en Algérie, ça dépend ce qu'il y a, comment on peut accueillir. Il y a deux parties, il y a les pieds noirs, comme on dit, puis la partie musulmane. Enfin, je crois que l'on pense là à des enfants d'Européens, de familles européennes. Ah là, c'est très différent. Pourquoi ? Je réponds pas à la question. L'accueil en France, on le voit, Raphaël Delpar, n'a pas été très chaleureux. À Marseille, on les prend pour des gangsters. Gaston Defferre, d'ailleurs le maire, ne veut pas qu'ils restent longtemps dans sa ville. À Strasbourg, on ne veut pas en parler. Oui, Gaston Defferre fait planter un panneau au centre de Marseille où il propose aux Français d'Algérie de retourner en Algérie, se régénérer, ou une expression de ce genre. L'accueil est terrifiant. Parce qu'on les assimile. On les assimile à des gangsters, on les assimile à des poseurs de bombes. Non, mais surtout à des gens d'extrême droite, à des poseurs de bombes, parce que c'est vrai, ils étaient solidaires de l'OS, pour des raisons qu'on a évoquées, mais aussi même d'être responsables de la guerre. Ah oui, absolument. Ils ont toutes les culpabilités, si je puis dire. Ils sont responsables de la guerre, ils sont responsables des massacres, des terrorismes. Alors, la France est malade de cette guerre. Donc, est évidemment que ces gens qui arrivent avec rien en plus, qui ne sont pas les riches que l'on croit, eh bien, sont mal reçus. Et évidemment, c'est tout à fait dommage. Et alors, ils vont garder évidemment une grande rancœur. Cela dit, pour beaucoup d'entre eux, ils se sont, dans l'ensemble, bien adaptés, mieux que les harkis dont nous avons déjà parlé dans cette émission, d'une certaine manière, comme s'ils avaient envie de rebondir, de repartir à zéro. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé l'esprit de leurs aïeux qui sont arrivés en 1830. Et vous savez qu'il y a des régions de France où ils ont redonné du dynamisme à l'économie. Ils ont appris, par exemple, ils étaient très forts en Algérie sur toute la culture des arbres, arbracicoles. Et donc, ils ont... là aussi, ils ont appris presque à des paysans français, enfin métropolitains, comment s'occuper des arbres. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'ils se sont assez bien intégrés, même bien intégrés. Et pour certains, ils le disent carrément que finalement, le départ, ça a été aussi une chance. Car en Algérie, ils auraient pu être camionneurs ou autre chose. Là, ils ont pu faire des études. Donc, ils ont quand même gardé la nostalgie, la nostalgérie. Je crois que c'est Monterland qui avait trouvé la formule pour évoquer cette nostalgie qu'ont les pieds noirs. Est-ce que leurs enfants,
qui ne devrait pas s'appeler pied noir, parce qu'un pied noir, par définition, c'est quelqu'un qui est né là-bas. Et pour ceux qui sont nés après le retour de leurs parents, est-ce qu'ils partagent les sentiments de leurs parents? Oui, ils partagent, ils sont très contraintes. Ils se sentent contraints. C'est pas une histoire qui les intéresse vraiment. D'abord, ils sont nés ici. L'Algérie, ils ne connaissent pas. Donc, non, c'est plutôt les petits-enfants, c'est-à-dire pour ceux qui ont des petits-enfants, qui sont demandeurs du vécu des grands-parents. Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Parce qu'évidemment, on reproche beaucoup à De Gaulle la façon dont ça s'est passé. Mais en même temps, il y avait tant de haine entre les communautés au bout d'un moment, au bout de 8 ans de guerre. Est-ce qu'on pouvait imaginer une solution moins dramatique? Oui, on pouvait l'imaginer, c'est un long débat, on pouvait l'imaginer, et pardon de citer à nouveau Jacques Soustelle, je crois que son œuvre est absolument... Moi je l'ai découverte, il y a très peu de temps, c'est pour ça que j'en parle, avec beaucoup d'intérêt. Le vote de la Constitution de 58 a été aussi un tournant où là on aurait pu agir. Parce que c'était la fraternisation dont on Exactement. parlait. Enfin, il y avait aussi la décolonisation, Raphaël Delpar, et ça, c'est un mouvement que personne n'a pu empêcher dans aucun empire. Les souffrances secrètes des Français d'Algérie, c'est le titre de votre livre, Raphaël Delpar, qui vient de paraître aux éditions Michel Lafon. À lire aussi La guerre d'Algérie de Guy Pervilliers, édité aux Presses universitaires de France dans les collections Que sais-je. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Jean-Noël Vélan et Cédric Lalanne, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gillery, une réalisation de Anne Kobilac.